si nombreux. Merci à vous tous d'être là ce soir pour cette dernière rencontre de la saison. Donc, nous recevons ce soir Serge Joncourt pour son livre Nature humaine. Voilà, alors un livre qu'on défend déjà depuis plusieurs mois. Cette rencontre qu'on a programmée, déprogrammée, reprogrammée, redéprogrammée, ainsi de suite. Et donc, voilà, on y arrive enfin et on est très très heureux de vous recevoir et on vous remercie beaucoup d'être venu jusque chez nous. Voilà. Et voilà, un roman qu'on défend depuis plusieurs mois donc, et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Un roman, on va dire, un peu générationnel, mais dont les thématiques et les problématiques restent tout à fait d'actualité. Ça se passe sur 30 ans, ça se passe au Larzac, ça se passe dans les années 80, et c'est un roman, alors c'est pas un roman historique du tout, mais c'est aussi un pan de notre histoire, en tout cas, à nous tous là ce soir, ça c'est sûr. Et avec oui, quand même plein d'histoires qui résonnent encore aujourd'hui et des choses qui sont loin d'être résolues, malgré tout. Et voilà, et une belle écriture. Et puis, bon, là, ce soir, on présente Nature humaine, mais Serge Joncourt, c'est aussi Chien-Loup, c'est aussi les prix national. C'est des prix de nombreux livres, enfin, nombreux, pas tant si nombreux que ça finalement, mais en tout cas des livres pour lesquels vous avez eu souvent des prix. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Et puis, voilà, je finis juste en vous disant, maintenant, après cette rencontre-là, on se reverra donc au mois de septembre pour une rencontre avec Céline Curiol, mais qui aura plutôt lieu fin septembre. A priori, le 30 septembre, si ça ne bouge plus. Voilà. Et donc, bonne rencontre. Merci. Merci. Bon, alors, bienvenue Serge Joncourt. C'est votre 14e livre, comme disait Catherine, et c'est un livre qui vous a vraiment emballé tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est à la fois une fresque romanesque qui vous emporte, qui vous prend vraiment dès les premières pages, quoi. On est vraiment happé par le livre tout de suite. Et aussi, c'est un livre de réflexion et qui remue beaucoup de choses dans notre mémoire, parce que c'est un livre qui se passe pratiquement sur 25 ans. Et évidemment, on reconnaît beaucoup. Il est même truffé d'événements, de signes, d'anecdotes, de noms, des fois, de musique, etc. Enfin, ça nous évoque beaucoup de choses. Et ça nous évoque d'autant plus de choses, puisque tout le monde sait que dans un Parisien ou un banlieusard, il y a une origine paysanne qui sommeille, puisque là, ça se passe dans une région que vous connaissez très bien, le Lot, une famille d'éleveurs qui ont connu 4 générations, mais où maintenant, au moment où démarre le livre, non plus que le fils, les 2 parents qui habitent un peu plus bas, et le fils qui tient l'exploitation à lui seul, et tout le désarroi, tous les mouvements, tous les changements, toutes les tensions qu'il va connaître pendant ces 25 ans. Et j'ajoute enfin que c'est non seulement un roman historique, politique, qui est même un roman presque de réflexion un peu philosophique, mais c'est aussi un grand roman d'amour pour moi, et cette part est très importante, on le verra dans le livre. Mais alors, la première question que je voulais vous poser, c'est sur le tout début, puisqu'on démarre à un moment qui est à la fin décembre 99, qui est un moment de
tension, où on sent que les choses, aussi bien pour l'homme que pour la nature, sont chamboulées, sont peut-être sur le point de chavirer ou d'exploser. Enfin, on ne sait pas trop ce qui va encore se passer, mais on sent que c'est un moment de grande tension. Et ensuite, après ces premières pages, on remonte l'histoire, c'est-à-dire on redémarre de 1976, et le livre va nous conduire jusqu'à fin décembre, la deuxième tempête, la deuxième grande tempête de décembre 99. Et ma première question en forme un peu légère, c'est: vous vous êtes arrêté au dernier jour de décembre 99, est-ce à dire que l'an 2000 est l'horizon indépassable du roman? L'an 2000, c'est un conçu une date emblématique. Mais aussi du simple regard qu'on avait dans les années 70, 80, sur cet an 2000 qui semblait le monde d'après, notre monde, on ne sait pas bien. En tout cas, à partir de l'an 2000, tout serait différent. Il y avait toujours, ça j'en parle d'ailleurs, le numéro spécial de Paris Match, les années 80, qui parlait de voitures volantes, Paris Match, c'était un relier, on va dire, projeté l'an 2000. Ce que sera le monde en 2000. Et puis finalement, j'essaie de comprendre. Je percute. Si vous voyez la masse, on peut parler. Ça va. Je vais attendre. Voilà, il faut que je vais me concentrer. Je suis en train de voyer. Donc là, 2000, j'ai parlé de l'an 2000. Ça marchait bien? Oui, ça marche bien, mais n'hésitez pas à parler si vous voulez. Pardon? Sans le micro, Enfin, voyez, l'an 2000, on dirait il y aura des micros surpuissants, il n'y aura même plus besoin de... Et finalement, ce qui s'est passé avant 2000, moi, c'est pour ça que je voulais faire cette scène, parce que je l'ai vécu. Dans le livre, on l'a passé à la bougie, parce que là où j'étais, il n'y avait plus d'électricité pendant 15 jours, plus de téléphone. Donc, dans le livre, on a ressorti les lampes tempête, dont on se souvenait plus qu'il fallait d'abord allumer la mèche. Le temps du White Spirit de Theft, on est revenu avant nos grands-parents. Ça, c'est quand même. Alors, c'était vrai dans le Lot, mais c'était vrai aussi dans mon département, puisque des tempêtes du siècle, il y en a eu deux, à 2 jours d'intervalle. Donc, moi, étant dans le Lot à ce moment-là, je voyais celle du 26 à la télé, à Paris, en Alsace, en Bretagne, des rafales de 150 km/h. Vous voyez des images de toits envolés, le château de Versailles, les arbres par terre, des chaînes séculaires. Donc on se disait, mince, il n'y a pas de chance là-haut. Et puis le lendemain, pareil. Mais quand on est, parce qu'on était nombreux, c'était marqué. Vous en êtes à vous demander si les 2 arbres, là, ils ne vont pas tomber sur la maison pendant toute la nuit. Il y a un moment, le projet de réveillon, il devient tout à fait là. Et à partir de là, ben, on a recommencé l'an 2000, quasiment comme on avait commencé l'an 2000. Sinon, comment on va bouffer, comment on va faire cuire, comment on va pas avoir. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, je pense que je ne suis pas le seul, enfin. Ça m'a marqué au même titre que
la vache folle, Tchernobyl, et la sécheresse de 76, qui est la scène la plus ancienne dans le roman. Qui est là aussi une sécheresse, on parlait plutôt de sécheresse que de canicule. Mais ça arrive tous les 100 ans. Une sécheresse comme ça, et bon, on est tranquille aujourd'hui. 2080, 2076. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, tout ça, il y a un moment, je voulais. C'est notre histoire à chacun. C'est la mienne. Mais enfin, à titre individuel, on l'a tous traversé, en dehors de ceux, évidemment, qui sont nés dans les années 2000. Donc, en ce sens, oui, c'est pas un roman générationnel, c'est parce que moi, j'aimerais. Mon projet, c'était de venir jusqu'en 2021. Je me suis arrêté à 2000 parce que j'étais épuisé, il y avait 600 pages, et j'ai ramené à 400, je crois. C'est beaucoup déjà. Et à un moment, je dis, je vais me poser, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir du recul sur ce qui s'est passé. Et j'ai bien fait d'attendre finalement, parce que je voulais inventer une catastrophe écologique en 2020 qui était inspirée de ce qui s'est passé pour les puits. Ces arbustes sont tous morts sur toute l'Europe. Moi, c'est quelque chose qui m'affole dans la mesure où, en plus, dans les maisons sur le cours, il y a des chênes et du puits. Donc, quand tous les puits sont morts, ça faisait un vide. Surtout, ça renvoyait la sensation de rien pouvoir faire. Quand une bestiole se fout comme ça dans les puits, on a beau essayer. C'est plus qu'un incendie, on ne peut rien faire. Et ça, je voulais l'étendre sur les chênes aussi. Un insecte venu d'Asie, parce que la pyrale du puits, c'est ça, c'est un insecte. On voyageait dans une poterie, un conteneur, et c'est la même histoire que pour les platanes, dont je parle dans le roman. Ça a l'air confus comme ça, mais je vous assure que c'est bien rangé dans le roman. Mais tout ça, c'est toujours la même dynamique, et finalement, il s'est passé. Alors, c'est pas un insecte venu d'une poterie, c'est un virus venu d'un marché aux animaux, en tout cas d'une chauve-souris à coup sûr. Mais ça, c'est pareil, c'est pas nouveau le coup de la chauve-souris. Non, je vais trop loin. Puisqu'on est sur ces affaires-là, je vais vous interroger tout simplement peut-être sur le titre de Nature humaine, puisque c'est un titre qui peut paraître assez... Enfin, le mot de nature, en tout cas, est assez polysémique. On peut lui donner plusieurs sens. Même le titre du roman, on peut l'entendre peut-être de différentes manières. Et notamment, on se demande, en suivant l'histoire de ce garçon, de ce fermier, de cet éleveur qui prend à charge l'exploitation de ses parents. En fin de compte, qu'est-ce que la nature humaine? Est-ce que c'est le contraire, par exemple, de la nature sauvage? Est-ce que c'est la nature disciplinée? Et en même temps, lui-même se nourrit de toute cette nature qui l'entoure, qui le préserve. Et finalement, on se demande, mais lequel préserve l'autre? Quelle est la loi de la nature? Parce que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si ce garçon, ce jeune homme, abandonnait, faisait comme ses sœurs, par exemple, qui partent étudier à la ville, etc., s'il abandonnait l'exploitation de la ferme, toute la nature, non seulement la ferme serait abandonnée, mais toute la nature autour serait envahie. La nature humaine, c'est une façon justement de ne pas dissocier nature et humain. L'humain, enfin nous autres mammifères, déjà nous sommes des mammifères, au même titre que les chauves-souris.
disons, des mammifères, contrairement à ce qu'on connaît aux apparences. Et de la même façon que les pluies, moi j'ai toujours considéré ça de façon englobante. Et ça vient peut-être de cette vie schizophrène qui fait que je suis soit à Paris, soit au fond enfin, l'autre dans une maison isolée. Oui, ça, je crois que c'est une dimension que je ne mesurais pas. Le fait d'être dans une maison isolée au milieu des arbres, voilà, des collines, renvoie quand même à. Bah, c'est ce qui m'a inspiré plusieurs livres. Bon, dans Chien Loup, ça renvoie à une forme d'exotisme, déjà, de perdition. L'exotisme, c'est pas la peine d'aller à Hawaï, au Barbade, c'est chouette. Une façon de la forêt amazonienne, non, je vous assure. Vous perdez là-bas, vous êtes bien sans réseau. Sans réseau, parce que ça, c'est. J'étais dans Transilien, très vivement, parce qu'on va bien. En fait, tout le monde dans le portable. Et bon, moi aussi, j'y suis. C'est juste que quand ça capte plus, vous êtes nécessairement sorti du monde. Enfin, vous êtes déconnecté, mais pour de vrai. Enfin. Donc vous êtes hors d'atteinte. Et là, la vie qui se passe autour, c'est. D'ailleurs, il suffit d'y être pour être à nouveau préoccupé par le jeu des saisons, le chant des maisons charbonnières, le raclé, le gel, le coucou, le pic vert, et puis après, plus tard, les chevreuils, les renards, un peu plus tard encore les sangliers. Enfin, c'est un environnement totalement à l'opposé de celui-là. Et qui devient préoccupant, envahissant, parce que, à un moment, on se dit, merde, il y a quand même beaucoup de sangliers, apparemment, qu'est-ce qu'on fait quoi parce que les sangliers, il faut que toi, il a pas mal. Et donc, la population mitoyenne, c'est celle-là. Jusqu'à ce chien, un chien, pour de vrai, un chien qui a débarqué, un chien qui m'a adopté. Alors après, je suis propriétaire, etc. Et ça, ce n'est possible qu'en étant. Bon, ça, je l'ai mis, cette ferme, je l'ai mis un peu au même endroit. En montrant bien que cet agriculteur, finalement, en plus d'être agriculteur, il est un peu jardinier de cet espace. Ce sont les agriculteurs, il faut avoir la tronche jusqu'à Côte d'Or, la Saône-et-Loire, toutes ces régions. Oui, enfin, ils dessinent, ils entretiennent, alors certains diront ils abîment, mais en tout cas, cette nature, les agriculteurs en sont au contact. Donc, quand j'ai écrit ce roman, j'ai le sentiment d'écrire sur un rétrograde, un peu un agriculteur pour toute la famille. Donc, un des sœurs d'aller en ville. Lui, il est un peu, comme on dit, ringard, on doit rester à la ferme. Mais alors, après 4 confinements, je ne sais pas combien, 3 vagues, 4 confinements, ou 2 vagues, 3 confinements, 3 vagues et 2 confinements. Il y est attaché, et il faut dire qu'il y a un autre personnage qui est très attachant, qui est vraiment un personnage très réussi, qui est le vieux père Crésac, qui est un éleveur de brebis, et qui lui incarne vraiment c'est un ancien résistant, et il résiste à toute modernité, c'est-à-dire ici des poteaux de téléphone parce qu'il ne veut pas que le téléphone arrive jusque chez lui, etc. Et finalement, on va découvrir au fil du livre que cette attitude qui peut paraître vraiment très rétrograde, comme vous disiez à l'instant, elle cache une richesse, et que c'est peut-être justement cette richesse-là qui va sauver l'endroit sans dévoiler tout. Oui, que ça, c'est celui qui ne veut pas le téléphone. Comme aujourd'hui, certains ne veulent pas
la 5G. Je pense que vous l'avez fait exprès, mais il meurt. Le moment où Crésac meurt, c'est le moment où il se décide, enfin, ayant cessé toute activité, étant assez handicapé chez lui, il accepte qu'on lui installe la télé. Et tout de suite, il meurt. Oui, il fait partie. Oui, alors c'est. Qui a raison? Il avait raison de ne pas vouloir le téléphone. En même temps, c'est pas possible. Peut-être qu'il avait raison. On avait tous refusé le téléphone. Simplement, il était mobilisé. Il ne se laissait pas faire. Il militait sur le Larzac. Ils n'ont pas voulu l'extension. Et là, ils ont réussi. C'est pas si courant. Hein. Et puis ça renvoie aux luttes contre les centrales nucléaires. Donc, les centrales ont gagné. Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre, puisque au départ c'est une famille avec 4 enfants, il y a donc ce garçon Alexandre qui va reprendre l'exploitation, et ces trois sœurs qui elles vont partir étudier ou travailler à la ville, qui ne vont pas rester attachées vraiment à leur terre. Est-ce qu'on peut dire que ce roman, c'est un peu le roman de ceux qui restent et le roman de ceux qui partent? Parce que, en gros, les hommes restent et les femmes partent dans ce livre. Mais en tout cas, les femmes ont pour la première fois l'attitude de s'émanciper à ce point-là, de lâcher l'affaire, de ne pas se sentir obligé de la reprendre, parce que quand on a de la terre, c'est un engagement. Surtout dans la famille depuis des générations, il y a une culpabilité à la planter là, sans jeu. Là, l'inversement de l'histoire des années 70, quoi. C'est pas le garçon qui est primordial. Enfin, en tout cas, son avis dépendra de la vie de ses sœurs. Et elle rêve de la ville. Alors, c'est la queue de comète de l'exode rural. L'exode rural, c'est un peu la vie, ça. Un peu qui continue, en fait. C'est pas vraiment. Mais cet exode rural, il commence après la guerre mondiale. Là, on était à 80% paysans, un siècle, mais c'est quand même. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 000. En fait. C'est affolant. C'est affolant, c'est considérable. Un changement, une mutation de société. C'est un autre monde, encore une fois. On n'arrête pas de dire. On est toujours dans le monde d'après. En fait, ces sœurs vont étudier. L'aîné va devenir professeur, etc. À Toulouse. Donc lui va la rejoindre de temps à autre. Ça lui fait voir un peu du monde, de la vie. Il va rencontrer diverses personnes, mais surtout des gens qui ne sont pas vraiment de son milieu, des gens qui sont des étudiants, qui sont des militants, des activistes, et aussi donc une jeune Allemande qui est une étudiante et qui va être le fil conducteur en fait de tout le livre, parce que pendant tout le livre, il va très vite tomber amoureux de cette fille, mais il va la voir de façon tout à fait intermittente, une fois telle année, une fois telle autre année, etc. Et ce sera le fil du récit. Est-ce que je peux vous citer d'ailleurs une phrase que vous donnez là, à propos du destin de chaque personnage? Vous dites: chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être, à peu de choses près, tout aurait pu se passer autrement.
Oui, c'est vrai. Et parfois, ça se joue un peu de. Ouais. Est-ce que je reste avec une telle ou pas? Est-ce que ça se fait avec lui, avec elle? Est-ce que le fait même de se rencontrer est tellement hasardeux? Là, c'est une amie de sa sœur qui est étudiante alors à Toulouse. Déjà, Toulouse, pour lui, c'est une ville quand même. En plus, Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique. C'est quand même. Oui, d'accord, il y a le Concorde encore. Hein. Le Concorde, il d'ailleurs, il me dit que 3 heures pour aller à New York, ce qui veut bien dire qu'en 2 minutes, on a plus une demi-heure. Le raisonnement, il était celui-là. Hein. C'est pas que ça qui s'est passé. Et elle est allemande de l'Est. Elle vient de l'Allemagne de l'Est, de la Russie. Ça aussi, ça permet de remettre en scène cette histoire de l'Europe, pas si. Pourtant, il y a 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Quoi. Moi, ça m'est arrivé voilà, la première histoire sentimentale, c'était une jeune femme, on avait 18 ans, là, qui était fille du correspondant de l'AFP à Berlin-Est, qui revenait en France pour les vacances, ça m'a été française, et qui repartait. Et donc, je tombe amoureux de cette fille qui était. Alors, encore une fois, c'était le premier. Pour aller à Berlin-Est, c'était une autre affaire. Quoi qu'aujourd'hui, on le redécouvre, finalement. Aujourd'hui, on ne peut plus aller aux États-Unis, par exemple. Aller à Berlin, c'était aller dans un autre. C'était aller du côté de la Tache Rouge, on voyait sur les palissades. Un monde pas éclairé, avec des hypermarchés monocolores. Enfin, c'est la science-fiction. Hein. Ben, ça, je voulais vivre ça. Après, il se voit d'une façon intermittente, parce que c'est aussi comment continuer l'histoire d'amour quand on se voit une fois tous les 4 ans. Est-ce que c'est possible? Explorer. Est-ce que vous avez l'impression que le personnage d'Alexandre, donc le jeune exploitant, est-ce que vous avez l'impression qu'il choisit sa vie ou qu'il l'a subie en quelque sorte? On pourrait croire, par exemple, sa sœur aînée qui part étudier à Toulouse pour devenir professeur, etc. On a l'impression de quelqu'un qui choisit sa vie, qui devient militante, etc. Alors que lui, on ne sait pas vraiment s'il l'a choisi, s'il l'a subi, ou si c'est aussi par amour de la terre et des animaux, et par fidélité à sa famille aussi. Ben, il a un peu de cette tradition, on ne choisit pas vraiment sa vie, on continue le métier des parents. Ça, c'est quelque chose qu'on a abandonné il n'y a pas si longtemps, évidemment, dans l'utilisation. Continue à faire, moi j'en ai dans ma famille, continue à faire. D'autres n'ont pas pu parce que lui, il en avait trop. Donc ils l'ont laissé à l'un et l'autre à l'autre. Et en même temps, il en nourrit l'amertume. Et puis c'est pas. Donc il revient sur. C'est pas simple. Donc c'est des vies qui sont un peu. Alors, bon, lui, il aime ça. C'est simplement qu'il les mette dehors. C'est aussi que je voulais parler de ces êtres-là que je côtoie, qui sont. Moi, on a dans ma famille, ils ne peuvent pas être dedans. On ne les voit jamais dedans. Sauf pour manger, par exemple. Et c'est des êtres que je vois. Il y en a, je les ai toujours vus. En fait. C'est naturel de vivre dehors. Une fois dedans, ils sont éteints. Ça aussi, c'est quand même étrange. Je sais. Donc, cette histoire de manger dehors, je voulais le mettre aussi, ça, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se décide d'aller manger dehors, par exemple, dans ma famille, alors bon, non, évidemment, pas règle, mais c'était toutes les années, des années 70, depuis 80, je ne sais pas qui se met en tête, hein, mes parents, de manger dehors. Alors, dedans, il fait bon, il y a une table, il y a du frigo à côté, il y a tout ce qui est. On se met dehors, dans la cour. Merde, j'ai pas voulu sortir manger dans la cour, parce qu'il faut dans la cour. Il y a du soleil. Il a fallu acheter un parasol.
Et puis d'année en année, retrouver, on avait une parasol. Une parasol qui n'est pas assez grande. Il y en a qui sont au soleil, d'autres qui sont là. Quelle histoire! C'était si simple de continuer à manger dedans. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est un truc encore. C'est tout. C'est un gap, un saut de civilisation. On se remet à manger dehors, on a tout prévu pour ça. Tant on mange dehors, enfin, je sais pas. J'avais envie de pointer ça, quoi, parce que c'est quand même pas rien. C'est comme le chien qui rentre pas. J'ai un problème avec le chien qui rentre à la maison. Je suis certain de proche, c'est pas possible qu'il rentre. Puis j'ai d'autres, le chien qui sont canapé, il regarde la télé, il fume de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'intérêt d'avoir une famille qui est, moi, pour le coup, écartonnée. Ceux qui sont restés vraiment, en plus avec un accent, souvent, qui fait ah, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne comprends rien, c'est mon traducteur, il le fait exprès. Puis les autres qui ne sont pas restés. Et ce conflit-là, il est encore là, il est encore, je voulais le faire vivre, pas du tout. On a pu dire sur les activistes, parce que lui, pourquoi il intéresse les activistes? Les années 70-80, c'est l'action politique outrance. C'est pas les Gilets jaunes qui ont inventé l'action politique, c'est autre chose. Il y a un attentat à l'explosif tous les 3 jours. Contre le FNLC, les Brigades Rouges, le TA, enfin, passe. C'est l'OLP, tout. Reprenez les journaux de tout le temps. D'ailleurs, la liste de ces attentats aide parfois à dater le moment où on est, parce que par exemple, vous parlez de l'attentat de la gare de Bologne, par exemple, ou des choses comme ça qui ont beaucoup marqué quoi, l'époque où ça se passait. À ce propos, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais je voulais vous demander comment vous vous arrangez avec le temps dans ce roman? Parce qu'en fait, le temps, il est apparemment tout à fait chronologique dans ce roman. Les parties sont datées par grandes tranches, par une grande période historique comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui les datent? Comme par exemple, j'ai noté, par exemple, ce que Pérec appelait les choses, c'est-à-dire tous les objets, toutes les marques de voitures, le fait d'aller au Mammouth qui est climatisé, qui est une invention merveilleuse, surtout en pleine canicule et en pleine sécheresse. On redécouvre au fil de la lecture tout un tas de noms, tout un tas d'objets, des marques de voitures, des choses comme ça. Et je me demandais si c'était pas aussi ça la marque du temps. Ah, vous m'aviez mis en garde. Vous avez sauté du coq à l'âne. On sautait de l'âne au coq, vous êtes droité sur le coq. Alors, sur les marques, non. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a des choses comme ça emblématiques. Le premier hypermarché, dans une notion précise, en tout cas pour moi précise de cette première fois. Et en plus, il s'appelait Mammouth. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je voulais y venir après. Je vous pose la question tout de suite. Mammouth, c'est très intéressant parce que vous avez choisi Mammouth, vous n'avez pas choisi, je ne sais pas, au marché, je sais pas. Mais c'est Non, que c'était les mammouths aussi, c'est aussi le symbole de l'animal qui a disparu et qu'on retrouve enfoui sous terre, et ça a quelque chose à voir avec ce que vous racontez dans le roman. Oui, j'aime bien que ce soit l'histoire qui nous rattrape jusqu'à détourner une autoroute. Enfin, mais le mammouth, c'était bien une mise en garde quand même. Ça voulait bien dire à partir de là, c'est moi qui m'occupe de tout. Et c'est vrai que c'était un peu quand même. Dans les autres villes, ça devenait compliqué pour les cigarettes. Donc là, on allait au mammouth. Et là, on achetait du janton sous blister, rose, qui reste rose pendant un an. Bon, ben ça, j'y applique aussi le regard du personnage qui est éleveur, donc, qui connaît un peu l'animal et puis ce qu'on en fait après. Ouais. Pour les parents qui
cochon, une tranche de cochon sous plastique reste rose pendant un mois. Déjà qu'elle soit rose, c'est n'importe quoi. Qu'elle leur reste pendant un mois de conservation, c'est pas possible. N'empêche qu'on est allé parce qu'on. Et ce côté, justement, les nouveaux objets, le côté matérialiste, il y a un tout petit paragraphe que je me permets de lire, c'est le père Trézac, donc le vieux résistant qui parle au jeune homme et qui lui dit, voilà, alors, le père Trézac se replongea dans sa colère, balançant à Alexandre qu'il n'était qu'un fils de propriétaire et que c'était à cause d'eux qu'on tirait ces fils de caoutchouc au bord des chemins. Le caoutchouc, c'est pour le téléphone. Ses parents n'étaient rien que des matérialistes qui voulaient tout posséder, 2 bagnoles, des clôtures neuves, des mangeoires en aluminium, des télés, des tracteurs et des caddies pleins au mammouth. Et maintenant le téléphone. Et on s'arrêterait où? Ah oui, je ne suis pas arrêté. On ne s'est pas arrêté depuis, on a changé les caddies. Oui, donc lui, il y a un moment, tout ça, ça dépasse. Quelque part, il avait un peu raison de s'inquiéter. Tout ça, ce que je n'avais pas de téléphone. S'il n'en voulait pas, ça, je aussi, je n'étais pas inventé. Le bazar. Normal, tu ne voulais pas que les poteaux, que les fils passent devant le long de ses champs à lui, parce qu'il y avait de l'arsenic dans ses poteaux. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, c'était pas à tel point que 50 ans après, les poteaux téléphones, ils sont intacts. Ils sont comme neufs. Alors que les poteaux en béton d'EDF, ça fait 3 fois qu'il les change. Qu'est-ce qu'il y a dans ces... Mais c'est comme les travers de chemin de fer. Donc j'aime bien à un moment certaines personnes comme ça, un peu illuminées, qui ont des propos qui sont insensés, et qui finalement sont tout simplement vrais. C'est simple, c'est bon. On parle pas beaucoup ce que ça quand il y a de la place. Un beau personnage. Et à propos de ces objets, de tous ces inventions, je ne sais pas, l'autoradio, par exemple, ça a beaucoup d'importance pour lui, autant que la voiture, les cassettes et tout ça. Il y a toute une bande musicale qui parcourt votre livre, et d'ailleurs, ça donne lieu à des scènes tout à fait savoureuses, parce que les enfants, évidemment, n'aiment pas les mêmes choses que leurs parents, c'est assez commun. Et tout du long du livre, alors que les parents sont en voiture et se réjouissent d'entendre une chanson de Michel Sardou, par exemple, les enfants poussent des cris parce qu'ils disent c'est pas possible d'écouter Michel Sardou à l'époque de Supertramp, Eric Clapton, etc. Et tout cet aspect musical est d'abord nous ravive la mémoire et donne un côté nostalgique très savoureux. Enfin, ça teinte un peu cette époque-là aussi. Ben moi, je voulais simplement le montrer, ça pour ça. C'est pas pour évoquer quoi que ça, simplement qu'on écoutait. Il n'y avait pas encore les écouteurs, les Walkman. Il n'y avait qu'une télé dans toute la maison. De la même façon qu'il n'y avait qu'un téléphone. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de collectivité nécessaire. Si on regardait le match, tout le monde regardait le match. Si c'est Caroline qui téléphone, bah c'est bon. Alexandre, il attendra demain. Et puis il y avait même un écouteur au téléphone. Il écoutait, pas l'écouteur, je veux dire. Après, on n'aimait pas quand on écoutait. Et puis à la limite, il n'y avait pas besoin d'écouteur, parce que le téléphone, il était dans le couloir. Comme ça résonne dans le couloir, il suffisait de baisser la télé, on entendait tout ce qu'elle avait dire. Caroline avait à dire à Alexandra. Là, à l'autoradio, de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui forçait à une forme une négociation à faire sur ce qu'on écoutait. Alors que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a sa télévision dans sa chambre et peut écouter ce qu'il veut dans l'écouteur, même à table en mangeant. Une satellisation. Alors qu'il y a 25 ans, c'était pas ça.
changer, ce qui va beaucoup changer la vie donc, de cette famille et des agriculteurs du coin, c'est justement les changements dans la façon d'envisager l'agriculture, et notamment à cause de ce mammouth, parce que la grande surface, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter des vaches, elle va acheter de la viande aux paysans du coin, mais c'est elle qui va fixer les prix, c'est elle qui va imposer une certaine façon d'élever, qui va dire maintenant ne faites plus telle culture, mais faites, au lieu de faire je sais pas, 40 vaches, faites-en 100, etc. Ensuite, il va leur arriver différents, enfin, on passe vraiment tout ce qui arrive, les engrais, l'Europe de blé, enfin, au fil des années, on voit tous ces fléaux, ou en tout cas ces changements qui tombent sur cette ferme et sur cette région. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi est-ce qu'on peut pas entendre par là aussi nature humaine? Est-ce que c'est pas un combat pour éviter que le rapport de l'homme avec la nature et les animaux et son travail ne se déshumanise? Oui, alors ça, c'est aussi mon deuxième regard sur la nature humaine. Cette nature dont on est une partie est de plus en plus sous la férule de l'humain. C'est une nature qui s'humanise de plus en plus. Là-dessus, moi, je veux simplement montrer ce que je vois, comme on dit, à hauteur d'homme. De voir des rivières qui maintenant du coup pendant l'année, de voir une telle là-haut qui fait des vaches. Moi, avant, il y avait de l'herbe, et à partir de juin, maintenant, il n'y a plus d'herbe. Les vaches sont plus rien que l'herbe. Le fait de voir ces épisodes de chaleur, c'est se rappelle. De voir certains arbres qui ne se portent pas bien du tout, les scolytes, comment dirais-je. Alors bon, quand je pense comme ça, je me dis que je suis devenu le père Classec. Je suis obligé de voir que la réserve, on a une grande réserve d'eau. Parce que c'est aussi la notion de provisionner l'eau de pluie. C'est quelque chose qu'on savait faire. Quoi. La maison où on est, elle a plus d'un siècle. Les vignobles, il y avait une réserve d'eau qui ramasse l'eau de pluie. Il le fait toujours. Hein. Il est toujours étanche. Donc il y a toujours de l'eau là-dedans. Sauf que depuis 2 années, il y a au mois d'août, il n'y a plus d'eau du tout. Il y a même les oiseaux qui viennent boire. Les jets, les anges. Mais il continue à venir, sauf qu'il y a que de la vase. Donc les jets, comme ils sont plus lourds, ils s'enfoncent, vous disais. Ils se piègent eux-mêmes comme pour les marées noires. Donc au mois d'août, tu vois les puisettes repêcher les jets, pour pas qu'ils crèvent là-dedans. Ça, c'est. Moi, je ne tiens pas en compte toutes les informations qu'on peut avoir, de droite et de gauche, de rapport au GIEC. Il y a juste que moi, à l'échelle de ma famille, ce qu'on voit de modification de l'environnement, simplement donne envie de d'écrire dessus. Parce que quand on a vu crever les puits, je crois vraiment, on n'est pas le seul. Hein. Pourtant, il n'y a pas le seul. Dans ma famille, il n'y a pas des inquiets. Cet hiver, c'était presque miraculeux à partir de mars de voir les chênes qui replongeaient. Maintenant, la hantise, quelque part, ça vient plus loin. Parce que les jets sont partis, mais les pluies sont toujours pas revenus. C'est des pluies, quand ils crèvent, en plus, ça reste des squelettes. Il n'y a plus que les branches comme ça qui restent squelettiques, tout debout, sous comme de mousse, donc ça fait des fantômes de pluie. Ça repart un peu du pied, mais on ne sait pas. C'est un peu comme le coronavirus, on ne sait pas si ça va revenir, ça va repartir d'un truc sur lequel on n'a pas de prise. Ça, c'est sidérant quand même.
ce que vous dites là m'évoque une scène qui est vraiment une des scènes les plus fortes du livre. C'est celle où le père d'Alexandre, étant seul à un moment, va creuser, va pêcher, va creuser un trou dans la terre, un trou qui a un peu la forme d'une tombe, parce qu'il veut voir dans quel état est la terre. Et il a le sentiment que sa terre est morte, qu'elle est plus irriguée, que la terre est en train de mourir. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui le font. Parce qu'on voit bien que, oui, à force de la forêt, il n'y a pas de l'ombre, il n'y a pas de terre surface. À partir de là, on voit que par strate, on voit un peu les années, une forme de généalogie de l'agriculture. Ils se rendent bien compte que oui, si ça grandissait comme ça, si la terre est trop tasse, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et cette prise de conscience-là, elle n'est pas chez un personnage, c'est quelque chose qui, je pense, occupe tous les agriculteurs. Après, ceux qui viennent de France, de la Beauce, les céréaliers, là, qui ont ce problème-là, parce que ils ont des tracteurs qui sont chevaux. Le fait de partir du Lot, de la Nièvre, parfois dans le fait, qui sont des attaches familiales, c'est aussi des départements où les tracteurs, finalement, c'est les mêmes aujourd'hui qu'en 70. Bah oui. Donc, il y a comme une permanence du temps. C'est pour ça que j'ai cette chance-là aussi d'être issu de ces territoires-là. Parce que finalement, mon poste d'observation, ce serait la Normandie, la Beauce, de Chartres. Je ne ferais pas ça. Parce que là, pour voir ça, il faut y être. On ne va pas en vacances dans l'autre. Sauf maintenant. Mais... On m'a dit là-bas que on pourrait louer même des grands cet été. Parce que les Hollandais et les Anglais sont partis, mais les Parisiens qui vont venir, mais d'une façon générale, l'Europe, on ne connaît pas. On connaît le nom, mais on ne connaît pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de TGV. Quand il n'y a pas de TGV. 6 heures de train. C'est de plus en plus long. Il y a 20 ans, on était 5h30. Maintenant, c'est 6 heures. C'est le Concorde à l'envers. C'est quand même bizarre, dans une civilisation où tout se rapproche. Nous, on est de plus en plus loin. Il faut 7 heures. Parfois, je suis dans un salon du livre avec mon auteur ou un autre, je me souviens d'Alain Mabankou, carrément, lui, il mettait moins de temps parce qu'il vient à Los Angeles. Moi, je m'en fous de Los Angeles. Il y a une chose, j'ai jamais foutu les pieds. Il n'empêche qu'il mettrait moins de temps à aller. Vous voulez toujours pas prendre l'avion? Vous voulez toujours pas prendre l'avion? Je ne peux pas. Maintenant, plus personne ne l'a plus. D'ailleurs, à ce propos, puisque pendant toute cette période là, des années 70 jusque-là, au milieu des années 80, etc., on voit aussi l'économie en général du pays beaucoup évoluer. On voit la situation politique, mais beaucoup l'économie. Et alors, il y a deux scènes qui sont très parlantes de ce point de vue-là. C'est que l'une des filles est devenue photographe et au début des années enfin 86, je crois. Elle vient, alors là, c'est vraiment encore les années fric et tout ça, et elle vient avec un espèce de publicitaire dans la ferme de ses parents, je pense à ça à cause de ce que vous avez raconté tout à l'heure, pour faire une photographie publicitaire d'un jambon, enfin d'une tranche de jambon, comme vous avez décrit, c'est-à-dire bien coloré. Et alors c'est une scène très drôle parce que le personnage est vraiment dévote complètement dans ce paysage. Et d'ailleurs, il dit, alors, il les paye très généreusement, etc. Et il dit à un moment au père, mais votre ferme, c'est pas une ferme, c'est un décor. Voilà. Alors pour lui, une ferme, ça avait perdu son statut de ferme et c'était devenu un décor. Et quand il revient, enfin, quand on retrouve la fille une
dizaine d'années plus tard, là où c'est la révolution numérique, la grande crise économique, etc. Elle dit, mais de toute façon, maintenant, non, j'ai laissé tomber la photo parce que ça paye plus, parce que quelqu'un qui voudrait faire une publicité comme celle qu'on a faite il y a 10 ans, eh bien, il n'irait pas payer un photographe, il le ferait par ordinateur pour 3 francs 6 sous, et donc on n'a plus besoin de nous et on ferait une ferme fictive sur l'écran de l'ordinateur. Alors, est-ce que ça aussi, ça ne montre pas que finalement la campagne, la nature a changé de sens, quoi. Il y a des gens pour qui la nature c'est plus qu'un décor, ou alors éventuellement un décor de vacances ou un décor. Comme ça, c'était le vrai des années 80, où la publicité devait rattraper tout par l'image. Et chez Erta, ils avaient bien conscience que ce qu'ils faisaient, c'était tout ce genre de. Non, il fallait quand même faire passer. Alors, c'est l'époque où on avait la publicité Erta, je me souviens bien, parce qu'on avait en même temps immersé, quoi, des choses simples. Et des petits décors au bord de l'eau, un gamin qui joue au bord de l'eau. C'est un peu de ça, je me moque d'eux, là. Sachant que c'est publicitaire à ce moment-là, où j'étais à la campagne, rien à foutre. Les Maldives, c'est cher, mais c'était de l'image, on vendait de l'image. Comme si ça pouvait requalifier le produit en disant mais c'est naturel, parce qu'on te le dit. Et ça marchait à l'époque, aujourd'hui ça marche plus. Aujourd'hui, déjà, ils sont obligés de mettre sur le papier, l'étiquette, ce qu'il y a. Là, comme on dit, nitrate, nitrite, 350, 320. Puis on nous donne des Nutri-Score. C'est-à-dire qu'ils peuvent. Et aujourd'hui, on sait, quand même, si un jambon est trop rose, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment normal. Donc, on en voit, moi je suis attentif. Hein. On voit des jambons gris maintenant. Oui, mais qui ne font pas peur. La date de conservation est un peu plus serrée quand même. Quoi. Il y a des trucs. Donc, il y a, après 2000, il y a comme on descend un peu sur terre. Mais ça, je voulais plus le publicitaire parce que ils étaient nombreux. En plus, la publicité, ça avait une cote impossible. Il y avait des soirées de cinéma de projection de films publicitaires, des émissions à la télé sur la publicité. On rêvait, tout le monde faire la publicité. Oui, aujourd'hui, la publicité, voilà, pourtant la télé, il y en a plein, mais c'est drôle, c'est passé d'un tour. Dans ce roman, donc, on reflète tout un parcours politique et historique, et bon, on peut pas absolument pas le temps de voir tout en détail, mais c'est tout à fait passionnant. Il y a toute une réflexion vraiment sur l'histoire et la politique. Et j'ai noté 2-3 phrases sur lesquelles vous pouvez réagir peut-être à propos de l'histoire. D'abord, le rapport de nos vies personnelles avec l'histoire. Vous dites que les grands moments de l'histoire sont la consigne de nos souvenirs personnels. Et un autre passage, une autre réflexion, l'histoire se fait au plus près des êtres, elle influence les vies, comme les mains modèlent l'argile. Les mains modèlent l'argile. Ce rapport de l'histoire avec la politique qui change les vies individuelles. C'est surtout que c'est des épisodes comme ça qui nous marquent et qui en même temps nous influencent. Tchernobyl, par exemple, ça nous a marqué. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu, des degrés divers. Hein. La vache folle, alors bon, en même temps, la vache folle, on a un peu oublié. Moi, je l'ai pas oublié, parce qu'il y a des gens dans la famille, moi, je mange de la viande, plus avant. Et comme vous savez, à l'époque, la période d'incubation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est 10, 20 ou 30 ans. C'est pas comme la Covid. La Covid, c'est une semaine. C'est quelque chose qui peut. Donc, on a eu la trouille. On l'a oublié, cette trouille-là. Pour le sida aussi, d'ailleurs. On a eu la trouille.
On l'a plus, mais le silène est toujours là-bas. Ben, la maladie se refait. Enfin, moi, est-ce que je suis pas sûr qu'on donne plus de farine animale. Pas assez cuite aux animaux. Ce qu'ils font en Amérique du Sud, tout ça, je sais, aux États-Unis, en Angleterre, je ne suis pas sûr. Et moi, je suis toujours vigilant, on va dire, forme de paranoïa. Non, c'est simplement que quand on était en Noël 2019, la préoccupation dans le Lot, c'était les 80 foyers de tuberculose bovine dans la Dordogne. Ce qui fait qu'on a dans un troupeau, s'il y a une vache détectée positive, on n'a pas tout le troupeau, on ne fait pas. On n'isole pas, on ne met pas le masque, on règle le problème de façon radicale. Et en ce moment encore, en Normandie, il y a 2 ans, il y a eu plus de 30 000 vaches comme ça. Tout ça, c'est un bruit de fond qui est alors pas. Pourquoi je garde un œil là-dessus parce que je me sens environné de ces histoires. Alors, la zoonose, la vache folle, ça a été un épisode complètement dingue, mais on a un peu oublié, un peu cette tempête aussi. Je vois dans ma famille qui l'a oublié, donc ça m'énerve. C'est impossible d'oublier. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce livre. Non, ça me reste un peu dans la tête, qu'on garde un peu des choses. C'est un moment de Tchernobyl, je me suis dit, la centrale, c'est fini. Non, c'est pas ce qui s'est passé du tout. On a fait plus et on continue. Et enfin, je suis un peu inquiet. Là, j'ai croisé hier, je remontais du Rhône, Tricastin, voilà, centrale, le Rhône qui était un peu haut. Quand on la croise, la centrale, il faut les jetons. Et parce qu'il y a des personnages dans le livre qui sont très militants, très activistes, qui luttent beaucoup contre le nucléaire, etc. Mais il m'a semblé en tout cas, qu'il y avait dans votre livre un petit doute sur l'engagement et le militantisme, d'une part parce que il y a beaucoup de personnages qui militent, mais en réalité pas forcément pour la cause pour laquelle ils se battent, mais parce que, par exemple, comme le héros, parce qu'ils sont amoureux d'une fille et qu'ils veulent lui plaire en allant dans son sens, par exemple. Et aussi parce que justement ce personnage de Crézac, le résistant, à un moment dit au fils, il faut pas se faire d'illusions, militer, c'est égoïste. Je crois un peu. Pour une bonne part, c'est aussi se donner un sens à sa vie, c'est vouloir imposer sa vision des choses aux autres. Et puis là j'en fais une sorte d'approche, puisque lui il est intéressé par les activistes. Il y a Constance qui est là, et il va lui intéresser les activistes, parce qu'il est agriculteur, et les agriculteurs, un accident, catastrophe de Beyrouth, à se souvenir. L'engrais est un explosif surpuissant, l'ammonitrate. À cette époque-là, tous les explosifs étaient faits à partir de nitrate d'ammonitrate, on mélange avec un peu de kérosène. Les bombes étaient faites avec de l'engrais. Bon. Donc évidemment qu'il intéresse les activistes. Il y a un échange de bons procédés. Dans un sens comme dans l'autre, ils sont intéressés, pas uniquement pour la cause. J'aimerais peut-être pour s'acheminer vers la fin de la conversation qu'on consacre quand même un peu de temps à parler de Constance et de cette histoire d'amour formidable qu'il y a avec elle. D'une part parce que eh bien, Constance, c'est la seule fille qui a une attitude justement un peu constante dans le dans le livre, et qui avec laquelle il a une liaison constante, même si elle est tout à fait interrompue. Donc c'est une histoire d'amour un peu, disons, particulière. Et en outre, elle donne lieu à des scènes d'amour entre eux qui sont vraiment très poétiques, très délicates, qui sont vraiment
petits chefs-d'œuvre d'écriture. Et alors ça, je tenais absolument à le dire, parce que dans les articles, les interviews, tout ça qu'on a donné de votre livre, on a souvent souligné son intérêt historique, etc., toutes les réflexions autour de la nature, mais on a assez peu parlé, à mon goût, de la qualité de l'écriture. Et là, dans ces pages, on retrouve un lyrisme, une sensibilité très, très, très fine. Vous voulez parler de Constance un peu? Il y a, oui, la première scène d'amour, c'est son distributeur de prospectus, ils vont se retrouver à la Belle Étoile, et pour elle, qui est, on l'a compris, écologiste, militante, en fait, c'est la première fois qu'elle dort. La Belle Étoile dort pour le voir. Et c'est au travers de ce paysan qu'elle va approcher quelque chose de la nature, savoir que les différences entre un orme et un tableau, un clé. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau dans ce passage-là. Quand il dorme à la Belle Étoile, il lui explique la signification de cette expression dormir à la Belle Étoile, et elle regarde le ciel et dit: c'est très beau dormir à la Belle Étoile, mais laquelle est la Belle Étoile? Oui, après, c'est un peu politique parce que c'est la situation qu'il est maintenant. L'autre fois où il se retrouve, c'est peut-être moins politique, la même chose que depuis longtemps. C'est pour faire de l'Aveyron là-bas. Des néo-ruraux. C'était pas vu depuis 4 ans. On va dire l'amour, pas préservatif. Comment on fait pour trouver des préservatifs un dimanche du côté de Camaret, 20 km de Saint-Afrique? Déjà, Saint-Afrique, on parle des exotismes. C'est Conrad. Sachant que les pharmacies sont fermées le lundi. Alors, aller toquer chez les gens pour demander des préservatifs. Pardon. Cette histoire-là, cette histoire de préservatif, c'est aussi parce qu'ils sont en pleine étreinte, et on voit que ça va être une très belle nuit pour eux, un très, très beau moment, et tout d'un coup ils s'interrompent parce que la fille s'aperçoit qu'ils n'ont pas de préservatif. Mais le préservatif, là aussi, c'est quelque chose justement qui est, entre guillemets, qui va à l'encontre de la nature humaine. C'est la manifestation de quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Quoi. Oui, non, une maladie qu'il n'y avait pas. Non, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois comme une expression ultime de notre nature humaine. Pas de façon de préservatif. C'est le masque. Devant la boulangerie à Saint-Géry en hiver, il y a 15 clients par jour. Vous n'avez pas à comprendre sans le masque. Ah non. Mais peut-être, je ne sais pas. Je vais aller chercher des shorts pour il faut que j'aille braquer la boulangerie. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, j'ai remarqué quand même dans l'autre territoire d'éleveur, il y avait une acceptation dès le premier confinement, même avant que. Il y en a qui mettaient déjà le masque, qui mettaient déjà trouvé le masque, parce que c'est un territoire où ils sont habitués à cet hiver, et voilà, ils ont été confinés pendant plus de 3 mois. Les canards, 46 départements ont passé l'hiver en confinement. Enfin, voilà, il y a des humains aussi, finalement. C'est une notion qui est assez, comment dirais-je, qui est presque naturelle, le fait d'interagir comme ça avec les animaux. Et d'une certaine façon, le préservatif, c'était aussi l'expression des zoonotes, parce qu'on va pas remonter dans la l'histoire. Mais je vous ai gêné avec mon histoire de masque. Vous n'avez pas envie que je pas du tout. Mais moi, je l'aime, mon masque. Vous n'avez pas honte de mon masque, je suis. J'en ai un stock, le Marion. Et puis, il y a ceux qu'on a fait, parce qu'à la maison, on en a fait. Et je ne les vends pas, mais dès février, parce qu'on a de la famille qui vit au Vietnam. Et au Vietnam, le 1er février 2020, ils avaient tous mis le masque. Au total, ils ont 40 places. Voilà. Oui, voilà, parce que du fait que Constance
Alexandre ont une relation un peu à distance. À partir d'un certain moment, ils se téléphonent beaucoup. Et quand même, elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup de choses, donc elle lui raconte tout ça. Et est-ce que finalement, elle ne lui ouvre pas simplement par la parole et l'imagination des horizons auxquels il n'aurait pas pensé ou pas eu accès avant? Ça, elle posait une question sous-entendue dont je parle. Est-ce que ceux qui voyagent beaucoup sont vraiment pas ouverts? Ils font que lire. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le fait de voyager de façon mécanique. Mais quand même, il y a un agrandissement comme ça dans le panorama, quoi, disons, du roman, et en même temps, c'est un peu le double mouvement et un rétrécissement, une focalisation sur la ferme, quoi. À la fois, on regarde à l'étranger, ça l'intéresse parce que bon, lui, il veut pas prendre l'avion, il veut pas voyager, etc. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer à la fin, et peut-être est-ce qu'on en saura plus dans le prochain livre, mais on sent qu'à la fin, il est prêt peut-être à partir ailleurs ou proposer quelque chose d'un peu plus concret à cette fille, parce qu'il faut dire qu'elle lui fait beaucoup d'allusions sur le fait qu'ils ne sont pas vraiment un couple. On sent qu'elle aimerait bien peut-être être un peu plus stable avec lui. Et alors lui, ça lui échappe complètement. Il ne pense pas du tout à ça. Là, il y a une incompréhension entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a autant de définitions de couple. Maintenant, sur le fait de. Est-ce que ça le disqualifie de ne pas avoir envie de voyager? Je ne sais pas. Moi, j'ai une grand-mère, j'ai jamais la mère. D'une certaine façon, vous voyez, On a l'impression qu'il désire beaucoup cette femme pourtant, mais qu'il ne court pas après son désir. non, je ne voulais pas qu'ils soient à distance, sans faire exprès en fait. Moi j'ai beaucoup aimé Dr. Zhivago, le roman de Pasternak. De la même façon, ils se perdent de vue, ils se retrouvent au fil des événements historiques de la Révolution. Ça, je trouve ça. Parce qu'on a tellement investi, écrit sur l'amour, la relation. Moi-même, j'ai vraiment un recueil de nouvelles sur j'ai inventé une forme assez singulière d'être ensemble. Là, je crois qu'ils sont assez atypiques, quoi. Improbables, je sais pas. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien savoir comment ça se finit entre eux, quoi. Parce que là, on suspend. Il y a un suspense, oui. Il y a un petit. D'ailleurs, bien dans le revue. Voilà. Et alors, donc, à propos de la fin que vous aviez évoquée au début, c'est-à-dire que tout ça se termine dans une grande panne et à la bougie, comme dans le temps, écrivez-vous. Eh bien, j'en reviens à mon histoire de nature humaine, et je me demande si ce personnage d'Alexandre, qui parfois voyage, enfin pas très loin, il voyage jusqu'à Toulouse, enfin il voyage quand même pour retrouver Constance, il a peut-être d'autres envies, et en même temps il reste attaché à sa terre. Je me demandais si la nature humaine, c'est pas justement ce paradoxe d'être un nomade sédentaire. Ah oui, j'aime bien ça. Ah oui, c'est bien, là, vous avez trouvé un truc. Je sentais que vous allez toucher quelque chose de définitif et d'essentiel. Là, je regardais, il y avait une forme de paix qui envahissait votre visage. Une assurance. Je sentais que vous alliez dégaucher. Il était temps que ça arrive parce que ça va bientôt se terminer. Alors il était temps que je pose la bonne question. Oui, mais dégaucher une transcendance. J'en prends plein les yeux.
ça me pose dans mon fauteuil, là, un fauteuil, une chaise modeste, mais le nomade sédentaire, je me reconnais. C'est moi, c'est lui, c'est oui, oui. Et alors, il y a une chose qui m'intrigue beaucoup dans ce livre, mais alors peut-être est-ce qu'on aura la réponse dans le prochain, puisqu'apparemment vous allez continuer peut-être cette histoire, c'est qu'il y a trois sœurs hein, dans l'histoire. Il y en a deux dont on parle beaucoup, et une, la dernière, la plus jeune, qui s'appelle Agathe, dont on ne parle quasiment pas. Et alors, ça m'a interrogé parce que je me suis dit, voyons, est-ce qu'on va en parler plus tard ou est-ce que cette Agathe, finalement, c'est un spectateur qui regarde ce qui se passe comme elle est beaucoup plus jeune que les autres? Est-ce que c'est un témoin, quoi, finalement voilà. D'ailleurs, cette histoire des trois sœurs, peut-être est-ce que je m'égare, mais dès la première page du livre, vous citez les trois sœurs, ça m'a fait penser à Tchekhov, parce que les trois sœurs de Tchekhov, c'est un peu la même histoire, si on veut, c'est une maison de campagne, et puis le frère reste dans la maison, les trois sœurs ne rêvent que d'aller à Moscou. Or, comme deux, trois lignes plus bas, vous citez le prénom d'un des activistes qui est Anton. Et Anton Tchekhov, c'est vraiment un hasard, pas tellement hasard, mais peut-être des indications. Non, mais c'est bien parce que moi je suis content d'être venu, ouais, parce que vraiment, vous êtes. Oui, il est fort parce que on est l'auteur du livre là, donc le livre on le connaît un peu, on est un peu réfléchi. Et puis vous portez un regard comme une sorte de visite au musée ou d'un château. Vous pointez à tout moment des endroits où il faut regarder. C'est vachement fort ce que vous avez fait pour moi, enfin, j'ai pour les autres aussi quand même, évidemment. C'est pas ça que je veux dire, mais ça fait du bien parce que il y a toujours un moment où on a un peu de ce roman, même s'il a eu un peu son petit succès, et puis un prix, mais ça c'est le hasard. Le féminin de 2020, que voulez-vous. J'étais là au bon moment. Je l'ai eu le jour du début de l'annonce du deuxième confinement. J'ai même pas vu le jour du féminin, j'ai dit personne, j'ai même pas. Je vois que je l'ai eu parce que c'est marqué, non. Il n'y a rien qui me certifie, il n'y a pas. Il y a un coup de fil, c'est un truc étrange. Est-ce qu'elles existent vraiment? Mais là, parce que il n'était pas si simple à faire que ça. Il y a quand même des choses. En plus, vous avez presque rien oublié, quoi. Vous avez tout mis en scène. C'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux d'essayer de faire tout ça dans un roman. Après tout, on peut faire un roman d'une façon plus paisible. On peut raconter une histoire. Qu'est-ce que tu te seras obligé d'aller rassembler toute l'époque pour en plus nous faire comprendre que, d'une certaine façon que ce qu'on vit aujourd'hui est un peu de ce qu'on a vécu il y a. Et là, ça apparaît placide et calme à travers vous. Et puis la façon dont vous avez parlé de cette histoire entre Alexandre et Constance, c'est vrai, parfois elle passe en dessous des radars un peu, parce que des critiques ou je se concentre un peu sur autre chose, mais enfin, c'est quand même essentiel. Et puis, bon, lui, c'est son exotisme par procuration. Et comme quoi, à deux, on peut s'apporter des choses, quoi. Le simple fait d'être deux dans la vie, quoi. Moi, c'est un truc, je vois, je sais pas si l'hiver, on observe les oiseaux, parce que les gueules peuvent parler. Ils sont en couple tout le temps, quoi. C'est un truc, deux ramiers. Puis quand je suis à Paris, il y a aussi deux ramiers dans mon arbre. Enfin, l'arbre de la cour. C'est pas les mêmes, hein, qui me suivent. Il y en a un, je les connais quand même. Et puis à Paris, ils sont beaucoup plus gros. Hein. On peut trouver à bouffer tellement facilement que là-haut dans le lot, pour trouver à bouffer, il faut qu'ils se bougent. Hein, donc, ils sont plus maigres, là, ils font le tour. Hein. C'est encore des cons, ça. Moi, ça me fascine, cette notion. Après, sur l'inspiration russe lointaine, presque parfait exprès, c'est vrai, je me suis rendu compte en l'écrivant, mais finalement, je suis imbibé de Pasternak et de Tchekhov par le moment donné. Oui, c'est vrai. Pas de Dostoïevski. Après, il y a aussi ce qu'on a lu, peut-être oui, comme un engrais, quoi, qui nous fertilise. Et peut-être avant de se tourner vers la salle et de prendre quelques questions, puisque vous m'y avez autorisé là, tout à l'heure, je vous ai demandé, j'aimerais signaler
un livre que vous ne trouverez pas au presse-papier pour l'instant parce qu'il n'est pas encore paru, mais qui va paraître le 18 août. Et c'est une fille, enfin une auteure, chez Actes Sud qui s'appelle Corinne Royer et qui a écrit un roman qui s'appelle Pleine Terre et qui a quelques connivences avec le livre de Serge Joncourt, bien qu'elle m'ait assuré que, justement, comme elle savait que c'était des sujets un peu proches, elle s'était retenue de lire votre livre pour ne pas être influencée, pour ne pas copier. Mais c'est un très beau livre, c'est l'histoire de la cabale, en fait, ça se passe aujourd'hui, d'un paysan euh, qui est acculé au désespoir, à la ruine, etc. Les gendarmes le cherchent partout. Ça s'inspire d'ailleurs d'un fait divers, je crois. Ça dure 9 jours. La chose est racontée à la fois par lui et par des gens qui l'ont connu, des gens de sa famille ou ses amis. Donc les points de vue divergent. Mais il y a là encore une très belle écriture et des pages sur la nature et l'amour de l'homme pour la nature qui sont vraiment tout à fait bouleversantes. Donc, dès que vous aurez terminé de lire le livre de Serge Joncourt, dès que vous revenez de vacances, vous venez au presse-papier, vous achetez lisez ce livre qui est vraiment formidable. Est-ce que quelqu'un peut intervenir ou peut-être des personnes ayant déjà lu le livre? Non. On les a assommés. Vous n'avez pas évoqué l'histoire de l'autoroute. Et l'autoroute, alors il y a une chose qui m'a interpellée parce que Alexandre est satisfait et content du fait que l'autoroute ne passe pas chez lui, parce qu'il y a une raison, hein, bon. Mais elle passe plus loin, donc elle passe quand même. Elle passe quand même cette autoroute, il n'a pas à gagner. Elle passe plus loin, il l'entend les bulldozers, etc. Mais eux, ils n'ont pas hérité de cette autoroute, enfin, entre guillemets, hérité, ils n'en voulaient pas, mais les voisins, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Après, il y en a qui s'arrangent devant la. Ça les arrange. Donc on se tient bien. Après, ça va développer pas mal de choses. Ça permet aussi de montrer un peu de l'envers du décor. Qu'est-ce qu'une construction d'autoroute? C'est pas une sur d'autoroute. Juste parce que moi, ça m'est arrivé. Ça dure des années, puis à un moment, ça passe là. C'est très envahissant, cette histoire. Et là où elle est passée, ça change. Le décor est plus belle. Merci d'avoir ramené cette question d'autoroute parce que j'avais mis un petit signet justement pour le passage concernant un passage concernant l'autoroute qui montre bien tout ce que la construction, le passage d'une autoroute démonte, détruit devant soi. Est-ce que bon, alors attendez, je marque dans mon truc parce que voilà. Édouard ne dit plus rien. Il ne s'était jamais figuré cela en roulant sur une autoroute. Il n'avait jamais pensé aux milliers de petits désastres que ça avait dû occasionner. Chaque kilomètre d'autoroute recouvrait 1000 drames, des fermes coupées en deux, des exploitants expulsés, des forêts déchirées en deux et des maisons sacrifiées, les chemins coupés nets et des rivières détournées, des nappes phréatiques sucées. Alors, il en resta là, mais surtout il ravala la réflexion qu'il s'était faite tout le long de l'interminable National 20 et ensuite en roulant vers de ces petites routes parce que c'était tout de même un sacré parcours de venir depuis Paris jusqu'ici et une autoroute, ça ne ferait pas de mal à la région. Voilà ce qu'il s'était dit. Et est-ce que dans cet éloge des petites routes, il n'y a pas aussi un éloge de la lenteur puisque aujourd'hui on voyager très vite, on doit tout faire très vite. Et le voyage lent, comme l'écriture lente, comme la lecture lente, ben, ce sont peut-être des vertus qu'il faut montrer. Oui, il y aura des loges de la je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prendre conscience de ce qu'on ne fait pas. D'ailleurs, quand on prend une autoroute, si on regarde un peu à droite à gauche, on voit parfois des maisons qui ne sont pas très loin finalement. Ils se posent la question de savoir ce que c'était avant, ici.
Moi qui étaient autoroute, et parfois vers Châteauroux, il y a une maison qui est quasiment à moins de 100 mètres. Les gens vivent encore, habitent encore. Chaque fois que j'y passe, parce que je la prends l'autoroute. Même si je peux mettre 2 ou 3 jours moi, pour aller à Cahors, je m'arrête à Brive, parce que la Corrèze, c'est beau la Corrèze. Enfin, ça mérite vraiment d'y arrêter en Corrèze. Bref, je dis la semaine. Simplement, toutes ces choses-là, finalement, auxquelles on est accoutumé, auxquelles on ne prend pas garde, alors moi j'y suis attentif. Parce que ça me préoccupe aussi, parce que c'est un gros tronçon, là-bas. Là. Moi, dans des années, on a dit un jour, on va faire une on n'aurait fait plus, après on l'a fait. Après, c'est Chirac qui est Premier ministre, on l'a fait. Puis Chirac président, après on n'a fait plus. Et finalement, ils l'ont fait. Alors, c'est quand même, quand ça vous arrive dessus, là, c'est saisissant. Mais en même temps, c'est une sorte de représente à chaque fois comme la marche du monde, inexorable. Que faire contre ça alors là, depuis, j'ai eu plusieurs propositions d'associations qui me demandent leur aide contre la bretelle, machin, à Strasbourg. Chaque fois que je dis oui, j'y vais. Bon, en même temps, le regard change aussi dans ce moment. Sur la voiture, sur l'avion, tout ça. Enfin, je veux dire, depuis 1 an et demi, là, quand même, il y a des choses qu'on revisite, y compris les éoliennes d'ailleurs. C'est fou à quelle vitesse ça change. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'éoliennes en 2000, mais au début, c'est formidable. Aujourd'hui, presque, il faut y demander. Enfin, tout ça, moi, j'ai besoin de le rassembler, de le mettre en scène, de le faire, de l'humaniser, en fait, parce que une autoroute, c'est aussi de la nature humaine. Oui, parce que je vous avais dit qu'ils n'ont pas le viaduc de la Rose. À 100 mètres au-dessus de c'est la 20, là, la vallée de la Rose en dessous, à 100 mètres, il fait 100 mètres. Quand vous êtes en dessous de ce viaduc, comme il n'y a plus rien, finalement, c'est devenu un repère pour les chevreuils. Quand vous y allez, faites gaffe, parce que vous avez des relais de chevreuils qui se savent paisibles. Là. Même les chasseurs de plus. La rivière Coupe non plus, d'ailleurs. Et il y a ce bruit, là. Alors, comme il y a des arbres qui sont hauts, on ne voit même pas l'autoroute. Il y a juste un bruit là-haut. La fin. Les routes qui vont vers l'Espagne. Et en dessous, le monde, totalement sauvage. Bon. Alors, on peut peut-être maintenant, pour ceux qui le souhaitent, garder un peu de temps pour les dédicaces ou venir parler à Serge. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.